Il y a quelques années, la République était indifférente concernant la situation des ouvriers. Elle s'engageait plutôt à participer à la satisfaction des revendications des électeurs paysans puisqu'ils étaient plus nombreux. Malheureusement, le nombre d'ouvriers ne faisait que s'accroître à cause de l'industrialisation du pays, ce qui a provoqué d'autres problèmes qui n'ont été pris en compte que pendant l'expérience gouvernementale qu'a instauré le Front populaire. Le régime républicain s'est ancré en France à partir des années 1880, en comptant particulièrement sur les populations des campagnes et sur la classe moyenne naissante. Par contre, la classe ouvrière n'était pas incluse dans ce régime républicain, car il était fondé sur la base du rejet de la commune et de son modèle révolutionnaire. C'est pour cette raison-là que les ouvriers ne se sentent pas appartenir à ce régime républicain, qui pour eux s'identifie plus à la bourgeoisie. D'ailleurs, en dépit d'une amélioration de leurs conditions de vie lors du XIXe siècle, les ouvriers vivent quand même dans des conditions difficiles qui se sont intensifiées par l'arrivée de la crise économique de 1929, qui a poussé la plupart d'entre eux dans la misère et le chômage. L'arrivée du Front populaire au pouvoir en 1936 rompt avec cette situation en affirmant l'intégration des ouvriers dans la République. C'est le 3 mai 1936 que les élections donnent une large victoire au Front populaire, ce qui a marqué un tournant décisif en France. Le Front populaire a été le premier gouvernement socialiste en France. Lorsque les Français ont perdu espoir sur la faculté des hommes politiques à redonner un élan au pays, Léon Blum va voter des réformes inimaginables à l'époque. Ces dernières agitent la société française et marquent l'évolution de la France entre 1936 et 1938. Ce régime politique est une démocratie parlementaire, la Troisième République. Les pouvoirs sont divisés et c'est le Parlement qui en détient le plus. Le Parti communiste français est un parti politique français classé à gauche. C'est le parti dominant de la classe ouvrière. Les ouvriers sont pauvres et touchés par le chômage. À cette époque, il y a aussi une coalition entre le PCF, le SFIO et le Parti radical. Nous allons maintenant parler du programme électoral du Front populaire et nous allons commencer par étudier une affiche électorale sur la semaine des 40 heures, publiée en mai 1936 par Pérouse, qui est un syndicaliste libertaire espagnol qui a donc réalisé cette affiche à la demande de la CGT, aux Confédération Générale du Travail. C'est un syndicat français de salariés. Et nous allons opposer cette affiche à une autre affiche publiée le même mois, sauf que cette fois-ci ce n'est pas pour la défense de la semaine des 40 heures, mais justement pour la critique de la semaine des 40 heures, et c'est une affiche publiée par Léon Blot. Pour l'affiche de Pérouse, elle défend clairement la semaine des 40 heures. On peut lire sur l'entête de l'affiche « La semaine de 40 heures libérera les foyers ouvriers de l'inquiétude et de la misère engendrée par le chômage ». L'image illustre d'ailleurs plutôt bien ces mots. On y voit un homme, père de famille et ouvrier, saluer sa famille en s'en allant travailler dans les usines que l'on voit en arrière-plan. Notons que cet ouvrier semble confiant et souriant, au même titre que sa femme, et toute la scène se déroulant sous le coucher du soleil, soleil sur lequel est marqué 40 heures, ce qui pourrait symboliser l'épanouissement général, tant du côté du salarié qui dispose dorénavant de 2 jours de congé hebdomadaire, que du côté de la famille qui ne voit donc plus l'usine comme un lieu dans lequel le père s'épuise physiquement et moralement. Donc l'affiche de Perros qui est largement en faveur de la semaine des 40 heures, et c'est normal car c'était une affiche faite à la demande de la CGT qui défendait les droits des ouvriers. Dans le cas de l'affiche de Léon Blot, nous gardons la même symbolique de soleil autour des 40 heures, car les mots 40 et heure sont à nouveau représentés sur un soleil. Sauf que cette fois-ci, le soleil s'apparenterait plus à un mirage ou à une sorte d'illusion ou de rêve. Nous pouvons aussi voir un ouvrier sur le haut d'une montagne ou d'une falaise, regardant au loin vers les 40 heures. Une main derrière lui semble le guider, ou plutôt le pousser vers ce rêve, et il est inscrit sur cette main CGT, donc Confédération Générale du Travail, on en a parlé, et SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, qui était un parti socialiste français. Cependant, il y a un gouffre qui menace, vers lequel l'ouvrier se dirige, avec des sortes de pics au-dessus, symbolisant donc la menace et le danger, et plusieurs mots donc à connotation négative au-dessus, misère, chômage, vie plus cher, etc. Notons aussi qu'il y a un petit tracé rouge, enfin une sorte de trait rouge qui commence à la main, donc la main rouge représentant la CGT, donc le syndicat et le parti pour les ouvriers, et qui se dirige vers les jambes de l'ouvrier, enfin vers l'ouvrier, et qui le mène au fond du gouffre. On dirait une sorte de courant d'air ou de force qui pousserait l'ouvrier et qui représenterait
qui symboliserait la chute inexorable de l'ouvrier dans ce qu'il a cherché à éviter. L'affiche de Léon Blott est donc évidemment une affiche contre la semaine des 40 heures. Je vais maintenant vous parler des manifestations et de leur rôle dans le programme électoral du Front populaire. Nous allons prendre pour exemple la manifestation du 14 juillet 1935. C'est une manifestation qui a regroupé près de 500 000 personnes et qui suivait exactement le même parcours qu'une autre manifestation, celle du 12 février 1934. Une décision probablement symbolique visant à expliquer l'objectif commun de ces deux manifestations. Celle du 12 février a été organisée par Marie-Noëlle Lienemann et Paul Quilles, qui étaient des ministres socialistes. Elle avait eu lieu 6 jours après le 6 février, donc on l'a dit le 12 février. Pourquoi on précise 6 jours après le 6 février? C'est parce que le 6 février, c'est le jour où la République avait failli céder devant des ligues fascistes. Et notons que cette manifestation engendrait une sorte de dynamique unitaire du parti de gauche qui débouchera par la suite sur la création du Front populaire. Je reviens maintenant sur la manifestation du 14 juillet qui s'est déroulée dans cette même euphorie d'unité, d'une unité retrouvée de la gauche. Alors c'est une citation de Dominique Borne. On peut en déduire donc que c'était autour de cette même symbolique d'union et de solidarité que ces manifestations ont eu lieu. Il s'agit d'un serment, on le voit à l'image, le serment que tous les manifestants ont décidé de faire. Nous avons donc vu à travers deux exemples d'affiches électorales du Front populaire et du Front national et quelques exemples de manifestations, quelles étaient les principales armes, quels étaient les principaux arguments finalement du Front populaire lors de ces campagnes électorales. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue qui abordera avec vous le sujet des accords Matignon. Les accords Matignon, accords conclus sous l'arbitrage du gouvernement Blum, qui a été créé par Léon Blum, président du Conseil depuis le 4 juin 1936, c'était un député socialiste, réformiste et une figure majeure de la gauche française au XXe siècle. Le 7 juin 1936, entre la Confédération générale du patronat français, donc la CGPF, et la Confédération générale du travail, la CGT, à la suite des grèves déclenchées par la victoire du Front populaire aux élections de mai 1936, les négociations ont abouti à des acquis sociaux pour des ouvriers visant à améliorer les conditions de travail, comme d'un côté le contrat de travail, un acte de type privé qui lie juridiquement l'employeur et l'employé, l'augmentation des salaires, en effet, ils aboutissent à l'augmentation des salaires de 12% en moyenne, le libre exercice du droit syndical, la création de conventions collectives sur les syndicats et les délégués du personnel dans les entreprises, la semaine de 40 heures sans diminution de salaire, et les congés payés, donc l'octroi de 2 semaines de congés payés. D'ailleurs, sur la photographie illustrant la victoire électorale, on distingue de gauche à droite Léon Blum, le socialiste, Maurice Thorez, le communiste, Roger Salingro, le socialiste à nouveau, Maurice Violette, une autre socialiste, et pour terminer, Pierre Cotte, un radical. Léon Blum avait comme objectif de relancer la consommation par des hausses de salaire, ce qui aurait relancé la production et obligé les employeurs à embaucher pour compenser par des effectifs supérieurs en nombre la durée légale plus courte du travail. D'ailleurs, comme nous pouvons le voir sur ce graphique, il y a eu une augmentation importante du salaire entre 1936 et 1938, du salaire horaire d'un côté et du salaire hebdomadaire. Mais malheureusement, les employeurs affirment, peu de temps après, que leurs charges sont désormais trop lourdes pour embaucher en masse. Ils augmentent également les prix des produits, de sorte que le pouvoir d'achat conquis, grâce au Front populaire, s'érode. Ainsi, faute d'embauche suffisante et du fait de la hausse des prix, le gouvernement Blum est fragilisé. D'ailleurs, comme nous pouvons le voir sur ce dernier graphique, le prix de détail a également augmenté dans la même période, c'est-à-dire en 1936 et 1938. Ainsi, son objectif d'augmenter les salaires pour pouvoir augmenter d'autre part le pouvoir d'achat pour lutter contre la misère ouvrière est tombé à l'eau.
En 1936, on assiste à la victoire électorale à la mise en place du gouvernement du Front populaire. Profitant de son unité, de la crise économique et de l'absence d'une politique alternative à droite, où l'argument de campagne principal se limita à l'anticommunisme, le Front populaire remporte une nette victoire aux élections législatives le 26 avril et le 3 mai 1936, rassemblant environ 57% des suffrages exprimés au premier tour et envoyant au terme du second un total de 386 députés sur 608 siégés à la Chambre des députés, dont 147 pour la section française de l'Internationale ouvrière appelée SFIO. Le caractère spectaculaire, y compris à l'époque de ce succès électoral, ne doit pas laisser penser que l'opinion française aurait alors nettement glissé à gauche. Comme le souligne Eric Hobsbawm, historien britannique, le triomphe du Front populaire résulte de l'augmentation d'à peine 1% des suffrages obtenus par les radicaux, les socialistes et les communistes en 1932. Déjà favorable à la gauche, il est vrai, et le succès du Front populaire met surtout dramatiquement en relief les coups de la désunion passée. Par la suite, le programme du Front populaire, censé se structurer autour de son slogan électoral « Pain, paix, liberté ». Aux élections législatives de 1936, le Front populaire, composé de la SFIO, du Parti radical socialiste et du Parti communiste, remporte la majorité de la Chambre des députés. Dans la foulée de l'élection, un vaste mouvement de grève permettra à la classe ouvrière d'arracher un certain nombre de droits. Conventions collectives, semaine de 40 heures, congés payés, droits syndicaux, etc. Le slogan électoral du Front populaire « Pain, paix, liberté » avait inspiré un poème de Gaston de la Vière. Finalement, le Front populaire est une coalition de partis de gauche qui gouverna la France de 1936 à 1938. Il réunissait les trois principaux partis de la gauche, la SFIO, le Parti radical socialiste et le Parti communiste, qui soutenaient les deux premiers sans participer directement au gouvernement, mais également toute une nébuleuse d'autres mouvements. Le gouvernement du Front populaire fut le premier de la Troisième République, dirigé par des socialistes. Il initia plusieurs réformes sociales importantes et constitue encore actuellement une des références incontournables de la mémoire de l'histoire de la gauche française. L'Assemblée élue lors des élections de mai 1936 demeura inchangée jusqu'en septembre 1939, date à laquelle 49 députés communistes furent arrêtés. Toutefois, la fin du Front populaire arriva en avril 1938, lorsque le radical Édouard Daladier succéda à la présidence du Conseil au socialiste Léon Blum, qui démissionna à la suite de son échec dans l'obtention de moyens lui permettant de mettre en place une politique de grandes réformes financières.